Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du dimanche e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir Moïse Diardiegan Sarr. Bonjour. Bonjour Mamadou. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. On va vous appeler Monsieur Diaspora du gouvernement, puisque vous êtes chargé des Sénégalais de l'extérieur depuis le 7 avril 2019. Une fonction dans la continuité d'ailleurs de celle occupée depuis avril 2013 comme chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger basé à Paris. Dans ce cadre, vous avez participé activement à la mise en œuvre de la nouvelle politique de bourse, signé de nombreuses conventions avec des écoles et universités internationales. Master en intelligence économique de l'Institut des relations internationales et stratégiques IRIS de Paris. Diplôme de 3e cycle de l'Université d'Angers en intelligence économique et stratégique compétitive. Avant de vous envoler pour la France, vous avez obtenu un master en management des organisations, options ressources humaines et management de la qualité totale à l'ISM à Dakar, ainsi qu'un diplôme de l'antenne de Dakar du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDS de Paris. Vos expériences professionnelles ici et ailleurs, Moïse Sarr, vous ont permis d'acquérir une connaissance pointue des administrations publiques et de développer de fortes compétences dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques. Homme politique, vous l'êtes, vous avez été un des principaux leaders de l'APR en Europe dès sa création comme secrétaire chargé de la communication, veille et riposte de la délégation des Sénégalais de l'extérieur, DSE. Enfin, vous êtes conseiller municipal à Diarère depuis 2014 et membre de la Task Force républicaine. Alors, Monsieur Diaspora, ai-je dit tout à l'heure, vous êtes quelque peu le tuteur des étudiants sénégalais à l'étranger et donc de Mademoiselle Diary Sow, dont on est sans nouvelles depuis près de 2 semaines maintenant. Quelles sont les nouvelles à propos de la meilleure élève du Sénégal? Oui, c'est vrai que c'est, comme vous l'avez si bien dit, 15 jours d'absence inquiétante, d'interrogation, de questionnement, d'anxiété également, comme l'a fait remarquer récemment notre ambassadeur à Paris. À l'heure actuelle, nous avons de bonnes raisons d'espérer qu'elle est en vie. Je le dis parce qu'effectivement, aucune piste jusqu'ici n'a été écartée, mais comme l'ont dit également notre mission diplomatique et consulaire, à savoir et l'ambassadeur et le consul général, la piste criminelle ne semble pas pour le moment être privilégiée. Donc, il y a une task force qui est mise à Paris. Quand je parle de task force, c'est beaucoup plus un comité de gestion de crise. Et à sa tête, monsieur l'ambassadeur qui se réunit, qui travaille directement avec les services français compétents. Et à ce niveau, permettez-moi également de saluer la mobilisation du peuple sénégalais. Vraiment, on a noté une mobilisation, une très belle mobilisation, un élan de solidarité exceptionnel, à commencer par le chef de l'État, qui, dès le début, a instruit le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui a répercuté cette instruction à M. l'ambassadeur. C'est vrai que dans le cas d'espèces, c'est souvent des affaires consulaires, mais pour le cas de Diary Sow, c'est vraiment M. l'ambassadeur qui représente le président de la République en France qui s'est saisi de la question après la déposition qui a été faite le même jour où nos services ont été notifiés cette disparition inquiétante par le consul général. Donc le Quai d'Orsay est saisi, la place Beauvau, à savoir le ministère de l'Intérieur, est saisi, le consul général est en relation directe avec le directeur de l'enquête et tous les jours, nous recevons des rapports. Donc, je l'ai dit et je le répète, nous avons des raisons d'espérer et je profite de votre antenne. Si Diary nous écoute, si Diary entend ou bien nous lit, lui dire que nous tous, sa famille, que j'ai eu à visiter avec le professeur Selim Baycham, où j'ai vu une maman qui est digne. Certes, c'est lourd, certes, il y a le stress, mais elle est restée digne, que tout ce peuple sénégalais l'attend. Et en même temps, les potents, elle comprendra si elle m'écoute ce que je veux dire. Tous les potents
du Sénégal. Anciens comme ceux qui sont encore en prépa l'attendent à bras ouverts. Vous semblez dire qu'il y a des preuves de vie de Diary Sow. Mais qu'est-ce que vous savez et que vous ne pouvez pas dire et que vous pourriez nous dire enfin, parce que l'attente est longue, l'inquiétude est là, le stress est là. Où se trouve Diary Sow? Qu'est-ce que vous en savez? Mais vous savez, si je savais là où se trouvait Diary Sow, je sauterais dans le premier avion pour aller la prendre directement. Nous sommes dans une enquête qui est menée par des services rompus à la tâche, avec des instructions qui ont été données au plus haut niveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État lui-même suit cette question de très près, a fortiori les services consulaires et diplomatiques. Le président est en contact direct avec son homologue français, par avec, exemple. Ce que je peux dire, c'est qu'il est en contact direct avec nous autres et avec notre ambassadeur qui est le représentant plénipotentiaire en France. Ça, au moins, je peux le dire avec certitude. Et cette question, c'est une question d'intérêt, je dirais même national, parce que tout le monde suit. Une question d'État? Je ne pourrais pas dire question d'État, mais ce que je peux dire une fois de plus, c'est que tout est mis en œuvre. Il y a un engagement ferme de l'État du Sénégal à travailler avec les services compétents français et il y a des instructions qui ont été données par les plus hautes autorités françaises et que tout est mis en œuvre pour que nous puissions retrouver Diary Sow saine et sauve. Et c'est là où aussi je profite de l'occasion pour dire à l'ensemble de ces compatriotes qui sont mobilisés que nous tous, nous devons poser nos actes et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'emballement, faire en sorte que personne ne pose un acte qui pourrait malheureusement compromettre les pistes sur lesquelles travaillent les enquêteurs. Oui, certains justement de nos compatriotes, en tout cas ceux qui sont au parfum de ce qui se passe, notamment dans des pays comme la France où la police est quand même assez bien outillée, le développement des technologies aujourd'hui, la digitalisation, on est capable d'avoir la traçabilité de n'importe qui d'entre nous, aussi bien dans un pays que dans un pays étranger. C'est la question d'ailleurs de Yaya Diallo sur Facebook. Est-ce que aujourd'hui, on peut vraiment valablement dire qu'on est sans nouvelles de Diary Sow? Je vous dirai le jour où Diary Sow sera entre les mains de la police française ou à l'ambassade et bien sécurisé. Je pense que ce n'est même pas moi, mais je souhaiterais que le président de la République puisse nous dire enfin qu'elle est là. Mais tant que ce jour n'est pas arrivé, très franchement, comme je l'ai dit une fois de plus, nous espérons, nous nourrissons cet espoir. Et cet espoir nous accroche. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tous faire confiance et à l'État du Sénégal et aux services français compétents qui sont mobilisés depuis que la déposition a été faite jusqu'ici et qui travaillent sans relâche, vraiment la retrouver saine et sauve. Si la piste criminelle n'est pas privilégiée, quelles seraient alors les raisons de la disparition de la meilleure élève du Sénégal? Donc, si je vous savais, franchement, je pense que je ferai une première conférence de presse pour le dire. Tant que tout cela, tant que Diary n'est pas retrouvé, naturellement, je dis bien, tout ce qu'on dira, ça ne sera que des spéculations. C'est l'enquête. Même quand on dit qu'elle a quitté Toulouse, qu'elle est rentrée à Paris, qu'on l'aurait aperçue, tout cela, vous n'êtes pas en mesure de le confirmer? Vraiment, je ne pourrais pas confirmer tous ces éléments-là, semble-t-il. Oui. Elle est partie en vacances à Toulouse, semble-t-il. D'accord. Donc, elle est revenue, semble-t-il. Et effectivement, le dernier badge qui a été fait au niveau de sa chambre remonte le 4 au soir. Ça, ce sont les éléments factuels, semble-t-il. Maintenant, le reste, je laisse entre les mains des enquêteurs, je ne suis pas habilité et j'attends patiemment et je nourris cet espoir de retrouver Diary Sow saine et sauve. Je vais vous poser la question parce que c'est des rumeurs. Et dans le cadre d'une enquête comme celle-là, il y a toujours des rumeurs. On a cité un certain Christophe Bigot, sans qu'on sache si c'est le Christophe Bigot diplomate ou un autre qui serait un enseignant. Vous avez entendu parler? Oui, mais Christophe Bigot, c'est monsieur l'ambassadeur. Effectivement, il a servi au Sénégal. Oui. Il est actuellement au Quai d'Orsay. Il occupe un poste effectivement qui couvre l'Afrique et l'Asie. Oui. Naturellement, s'il est cité aussi et s'il peut faire quelque chose, naturellement, dans la mesure où le Quai d'Orsay a été... au cœur de l'affaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ce que je peux vous dire, c'est que le Quai d'Orsay, oui, c'est monsieur Bigot qui était ici au Sénégal, et je confirme qu'il est au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a été saisi. Je ne sais pas maintenant à qui l'instruction a été donnée. Ça, c'est les affaires franco-françaises. Mais je sais, une fois de plus, et au plus haut niveau, les autorités françaises sont saisies, des instructions ont été données, et tout est en train d'être mis en œuvre
pour que nous puissions retrouver Yariso. Ça, au moins, c'est une constante. Alors, est-ce que, Monsieur le ministre, vous pouvez rassurer les Sénégalais que Yariso n'est pas finalement perdu pour les études? Au-delà de la disparition, est-ce qu'on peut espérer qu'elle ne soit pas perdue pour les études? Mais je pense que le dispositif actuel et l'engagement du lycée Louis-le-Grand peuvent effectivement, si elle veut poursuivre et si elle revient saine et sauve, naturellement, elle ne sera pas perdue pour les études. Parce que je sais que, au regard des instructions qui ont été données, au regard de la mobilisation, au regard de l'engagement et du lycée et de l'État du Sénégal, tout sera mis naturellement en place pour l'accompagner dans ce retour. Si elle veut poursuivre au lycée, si elle veut poursuivre ailleurs, nous avons nous tous cette responsabilité de faire en sorte que cette fille continue à faire briller l'école publique sénégalaise, que cette fille continue à faire porter haut le flambeau du savoir et de la connaissance. Je pense que tous nous travaillerons à ce que, si elle veut naturellement, parce que tout cela aussi, elle est majeure, elle a 20 ans, donc personne ne va l'imposer. Si elle veut et tout ce qu'elle voudra, je pense qu'aujourd'hui nous pourrons l'accompagner. Il y a des bonnes volontés, il y a l'État du Sénégal, donc on pourra effectivement l'accompagner parce que la réussite aussi n'est pas uniquement le lycée prépa, n'est pas uniquement les grandes écoles. On peut réussir dans la vie par plusieurs pistes. Donc ça aussi, je pense que ça ne doit pas créer un souci à Diary ou à une autre personne. Elle aurait rencontré des difficultés parce qu'on a entendu des anciens de prépa témoigner en disant que c'est des écoles avec des programmes démentiels, que c'est très dur. Est-ce qu'elle aurait été confrontée à ce type de difficultés qui l'aurait découragée? On n'a pas eu quand même un retour sur cette question-là. Ce que je peux dire est que le dispositif que nous avons signé et qui a permis à Yariso, de manière volontaire d'abord, parce qu'il faut déposer, il faut s'engager, rien n'est obligatoire dans ce dispositif. S'il y avait des soucis, je l'ai dit, déjà au niveau du service de gestion des étudiants sénégalais, il y a une personne qui est dédiée à la gestion des boursiers d'excellence. Ils ont même un groupe WhatsApp, tous les boursiers, les anciens boursiers, et j'en passe. Et en même temps, on avait mis à l'époque un système de parrainage, où Yari, pour la petite histoire même, est parrainé par la présidente LLG Sénégal, du lycée Louis-le-Grand. Donc, s'il y avait des difficultés majeures qui nécessitaient que le service de gestion soit informé, naturellement, on serait au courant. Et j'ai écouté, j'ai lu aussi certains de ses amis témoigner, des amis qui ont échangé avec elle les jours qui ont précédé sa disparition. Ils disent, tous, qu'on n'a rien vu venir. Donc je pense aussi, ça je peux en parler. Maintenant, comme je l'ai dit, peut-être demain, après-demain, on aura d'autres éléments et elle est la seule à pouvoir nous dire ce qui s'est réellement passé, pour le moment. Nos confrères du journal lepoint.fr que j'ai lu font état d'une hypothèse d'un niveau de notes en classe préparatoire, on parle de Yariso bien entendu, qui serait mise en cause. Et Yariso, d'ailleurs, que nos confrères du Point décrivent comme une étudiante lambda à Paris, star au Sénégal. Votre commentaire? Oui, vous savez, star au Sénégal, lambda à Paris, pour moi, c'est pas grave. Quand on regarde ce qui se passe dans ces lycées prépa, j'avoue, quand on parle de Louis-le-Grand, Henri IV, le parc, c'est le lycée français de première ligne. Pour y entrer, il faut faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est une rencontre d'intelligence fine qui vient de la France et un peu partout. Et souvent, quand on regarde les taux de réussite aux grandes écoles, c'est des taux qui dépassent souvent les 100%. Oui. Et les banques qui sont visées, c'est vraiment, voilà, ceux qui, comme l'X, comme les mines, comme Centrale, et j'en passe. Donc, très franchement, ce commentaire-là ne change absolument rien sur le respect et l'admiration que j'ai pour cette jeune fille sénégalaise. Est-ce qu'elle a bénéficié d'un accompagnement psychologique? Mais je vous l'ai dit et je le répète, je pense que ce dispositif a été très bien réfléchi, très bien élaboré. Je vous ai dit même qu'au niveau de l'école, effectivement,
on regarde l'évolution, surtout pour nos jeunes qui viennent du Sénégal. Dès les premières semaines, il y a des alertes. Quand j'étais à Paris, effectivement, sur 1 ou 2 étudiants, j'ai été alerté. Oui. Bien sûr, un étudiant où effectivement on avait dit, lui, il ne peut pas poursuivre, il faut lui trouver une autre orientation pour qu'on l'envoie dans un autre lycée de moins d'envergure. Pour le cas de Diarisso, à ma connaissance, je dis bien, parce que je ne suis plus maintenant à Paris, oui, mais j'échange souvent et régulièrement avec le chef de service, à ma connaissance, il n'y a pas eu ces alertes. Et que ce soit aussi là où elle loge, hein, à l'Oursine. L'Oursine, on l'appelle souvent un internat de la réussite. Donc si je dois décrire l'Oursine, c'est un hébergement de qualité associé à un accompagnement éducatif et pédagogique. Où ce sont des jeunes comme Diary qui y sont, où tout est mis en place, du point de vue pédagogique, du point de vue même de l'accompagnement pour que ces jeunes-là, vraiment qui sont, comme je l'ai dit, dans certains niveaux, qui ont fort potentiel et qui ont envie d'intégrer les grandes écoles, qu'ils puissent le faire sans aucun anicroche. Et ça, c'est des conditions qui ont été intégrées par l'État du Sénégal. Par l'État du Sénégal. Et elles bénéficient de quoi précisément en termes de conditions? Elles bénéficient de ce qu'on appelle la bourse d'excellence. La bourse d'excellence, pour la petite histoire, pour en bénéficier, un certain nombre de critères à satisfaire. C'est une mention très bien, ou une distinction au concours général. Et pour la France, il faut avoir une inscription dans une classe préparatoire en France ou, pour le reste du monde, dans une institution d'enseignement supérieur du top 100 de Shanghai. Maintenant, en France, nous avons eu à signer des conventions parce qu'on avait remarqué que certains jeunes, malheureusement, surtout quand ils sont dans les régions, ils peuvent avoir le bac avec la mention très bien ou bien, mais ils n'ont pas, par méconnaissance du dispositif, vraiment souscrit à une prescription via Campus France. Et c'était des pertes sèches. Et donc, on a eu à négocier et à obtenir cette convention avec 3 grands lycées français sous la supervision de l'école polytechnique, la prestigieuse école polytechnique de Paris, pour que ces jeunes-là, même s'ils ne passent pas par Campus France, une fois les résultats du bac proclamés, les meilleurs, comme je l'ai dit, on fait un classement objectif, c'est le mérite, c'est un classement très rigoureux, très sélectif. Ils passent aucun test, aucun concours, ils intègrent directement ces écoles. Et tout est fait pour faciliter leur poursuite d'études en France. D'abord, au niveau de l'ambassade de France au Sénégal. Et ils bénéficient d'une bourse mensuelle de 430 000 francs CFA, plus un billet d'avion aller et retour, et en deuxième année de classe préparatoire, parce qu'ils sont appelés à passer ce qu'on appelle les concours d'entrée dans les grandes écoles, on donne 500 000 francs CFA pour les frais de concours. En un mot, et si je résume, ce n'est pas moins de 27 millions qui sont investis pour ces jeunes, compte tenu des billets d'avion aller et retour entre la première année et la 5e année. Diarisso a-t-elle déposé son sujet pour ce concours-là? Non, Diarisso, il n'y avait pas de concours, comme je l'ai dit. Oui. C'est-à-dire qu'une fois... je parle parce qu'elle est en deuxième année de prépa, elle est appelée à faire un concours. Elle devait déposer. Oui. On m'a dit qu'elle avait engagé vraiment la procédure de dépôt. Elle n'a pas terminé, parce que le dépôt cette année, c'était entre le 4 et le 12. Et elle est partie le 4. Elle pourrait être foreclose? Oui, naturellement. Naturellement, si elle n'a pas déposé, ça c'est sûr. Ça, même avec des circonstances comme ça, il n'y a pas de circonstances atténuantes? Je ne suis pas sûr, parce que aussi, ce n'est pas uniquement pour le lycée. D'accord. C'est toute la France. Très bien. C'est toute la France. Donc, maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'en deuxième année, pour des élèves de cette nature, si le lycée décide de les retenir, il y a ce qu'on appelle les 5 demi. Et ça aussi, c'est prévu par le texte, c'est prévu par la Convention. Donc, on peut autoriser un étudiant qui, malheureusement, même arrive à réussir à une école, mais se dit, oui, j'ai un potentiel, et que le conseil pédagogique puisse dire, oui, Mamadou, effectivement, il peut intégrer l'X ou centrale, et aujourd'hui, il a une grande école de bonne envergure, on peut l'autoriser à cuber, c'est-à-dire à faire les 5 demi. Et là également, la bourse est maintenue, et les frais de concours également seront maintenus à la deuxième année. Pour Polytechnique, il faudra mettre une croix pour Diarisso. Pour cette année. Pour cette année. Pour cette année. Pour cette année. Alors, je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du dimanche, e-radio, ITV, qui reçoit Moïse Sarr, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé justement des Sénégalais de l'extérieur. Parlons de manière globale de la problématique des études à l'étranger. Faut-il
continuer à envoyer quand même nos génies à l'étranger? Moi, c'est une conviction chez moi. Et je le dis parce que c'est documenté. Je le dis aussi parce que quand on engageait la réforme de l'enseignement supérieur sur instruction du chef de l'État par le professeur Mary Teuw Niane, je pense qu'il y a une grande commission qui a été mise en place et qui est dirigée par des sommités, des intellectuels sénégalais, qui a réfléchi, qui a fait des recommandations. À l'issue des recommandations, il y a un conseil présidentiel qui a été tenu. 11 décisions ont été prises. Et la 6e décision, c'était de faire de l'étudiant un acteur de sa formation en améliorant ses conditions de vie et en favorisant sa réussite. Et à l'issue quand ces 11 décisions ont été prises, naturellement, il fallait engager ce qu'on appelle la réforme. La réforme des bourses, la nouvelle politique nationale des bourses. Parce qu'il y avait beaucoup de textes. Il fallait maintenant donner plus de visibilité, plus de lisibilité. Et le président de la République avait pris un décret. Des arrêtés ont été pris, un arrêté sur les bourses étrangères, un arrêté sur les bourses nationales, des arrêtés interministériels. Et l'objectif, c'était vraiment que nous puissions travailler sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est améliorer la qualité de l'enseignement déjà au niveau du Sénégal. Et en même temps, pour l'étranger, trouver des jeunes qui ont un fort potentiel, mais regardez là où on les envoie. Il ne s'agit plus maintenant de les envoyer n'importe où. Essayer de les envoyer dans des lycées prépa, dans des grandes écoles, qu'elles soient en France ou ailleurs, les suivre à travers un dispositif et faire en sorte qu'ils puissent intégrer ce qui se fait de mieux dans le monde, de plus pointu, et après les inciter au retour. Tout à l'heure, j'ai parlé de billets d'avion aller et retour. Et je vous dis même, il y a un engagement écrit qui est pris par ces jeunes en présence des parents s'ils sont mineurs. Et l'engagement, c'est que ces jeunes, à la fin de leurs études, puissent servir le Sénégal. Soit par le retour, pas uniquement. Parce qu'il dit servir le Sénégal. C'est là aussi où on a été très nuancé. On peut servir en étant de l'autre côté, comme également on peut servir en revenant. Mais quand le Sénégal aura besoin d'eux, naturellement, ces jeunes doivent pouvoir revenir. Je le dis parce que quand on fait des études spatiales, par exemple, on termine et on vous dit de revenir, alors que le Sénégal n'est pas encore prêt, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais quand on est dans des études où on a besoin de ces jeunes, a priori, après la fin de la formation, et conformément à leur engagement qui a été pris en présence des parents, ces jeunes doivent pouvoir revenir. Très bien. Retour ou se mettre au service du Sénégal, mais me revient en mémoire un certain Barthélémy Faye, avec cette fameuse envolée de notre confrère Martin Faye, Barthélémy Faye une fois, Barthélémy Faye 2 fois, Barthélémy Faye 3 fois, Oscar des Oscars. Tout à fait. Où est Barthélémy Faye? Est-ce que le Sénégal est en contact avec lui? Mais bien sûr, moi-même je l'ai rencontré à Paris le 7, le 7 même. Et effectivement, Barthélémy, il est souvent au Sénégal. Je travaille aussi, il accompagne le gouvernement sénégalais dans la conclusion de grands projets, ça c'est sûr. Et je pense que ce n'est pas une perte, Barthélémy. Il est là et je pense que des Barthélémy aussi, il y en a beaucoup. Et je pense que dans nos axes prioritaires, nous sommes en train de travailler sur la mobilisation de la diaspora scientifique et hautement qualifiée. Voir maintenant comment ces Sénégalais qui sont partout dans le monde, qui sont dans les plus grandes entreprises, dans les plus grandes écoles, universités, peuvent être mis à contribution dans les efforts de développement de notre pays. Et qu'ils reviennent aussi. Et qu'ils reviennent, pourquoi pas? Et mettre la main dans le cambouis. À chaque fois, c'est ce que je lui dis. Mais je dis, mais grand, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Mais je pense qu'un jour, quand il passera, il faut l'inviter. C'est quelqu'un de très disponible. Bon, j'avoue qu'on a essayé une fois, on n'y arrive pas encore, peut-être que ça se fera. Mais c'est des gens quand même qui ont bénéficié aussi bien sûr, des moyens de l'État, non? Absolument, absolument. Mais comme je l'ai dit une fois de plus... Et produit de l'école publique qui est souvent chahuté. Bien sûr, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec vous, mais je l'ai dit une fois de plus, ce n'est pas une perte. Parce que vous l'avez dit, un jour, il reviendra, mais combien sont revenus? Il y en a beaucoup, comme je l'ai dit. Regardez, je ne parle même pas de la haute administration. Dans le privé, il y a beaucoup, effectivement, de jeunes Sénégalais qui étaient partis poursuivre les études dans les plus grandes universités au monde et qui sont revenus. Et même quand ils sont également à l'étranger, ce sont des ambassadeurs. Ils contribuent directement ou indirectement à soulager les populations, effectivement à supporter les familles. Et je pense que de par leur matière grise, naturellement, et c'est là où je les attends, ils peuvent nous aider en termes de conseils, en termes d'accompagnement dans l'élaboration des politiques publiques. Et revenir aussi
Maintenant, vraiment, ouvrir soit des cabinets ici au Sénégal, soit investir au Sénégal. Et je pense que c'est extrêmement important. Et j'en profite pour lancer cet appel à cette diaspora scientifique et intellectuelle que nous voulons mobiliser au service exclusif de notre cher pays. Et le président de la République, à chaque fois, lance cet appel à cette diaspora. Il ne suffit pas uniquement d'envoyer de l'argent, c'est déjà bien, mais également nous avons besoin de ces compétences. Surtout, on parle du plan Sénégal émergent. Surtout également, peut-être dans 2 ans, 3 ans, on aura notre pétrole. Et je le dis aussi au passage, c'était l'année dernière, le ministre Makhtar Cissé avait effectivement organisé un séminaire où il avait identifié ces services. Beaucoup de Sénégalais qui sont dans les grandes firmes pétrolières, gazières, qui sont également dans la finance, dans la haute finance, et qui étaient venus au Sénégal et qui ont été reçus même par le chef de l'État. Je pense que ce sont des initiatives de cette nature que nous devons encourager et au finish, ils pourront revenir. D'ailleurs, dans cette nouvelle politique des bourses, parlons-en, il y a même un dispositif qui a été mis en place pour qu'on ait ce qu'on appelle la bourse de mobilité. Mobilité sortante, permettre aux jeunes Sénégalais qui sont en 3e année d'école d'ingénieur ou en master ou en doctorat de pouvoir faire de mobilité de 6 mois, de 10 mois à l'étranger, mais également les jeunes qui sont à l'étranger et qui sont en master 2, en 3e année d'école d'ingénieur ou en doctorat aussi, de faire des mobilités vers le Sénégal. 6 mois, 4 mois ou 10 mois. Et l'objectif, c'est qu'à la fin des études, qu'ils n'aient plus peur de revenir. Et les doctorants, on ne donne plus de bourse à un jeune Sénégalais qui veut poursuivre ses études à l'étranger pour faire un doctorat. On lui dit, si vous voulez faire le doctorat et vous voulez bénéficier de la bourse du gouvernement du Sénégal, bourse type nouveau d'ailleurs, c'est parce que c'est 915 €, il faut avoir une préinscription dans une école doctorale sénégalaise, ça veut dire une inscription plutôt dans une école doctorale sénégalaise et une inscription dans une école doctorale à l'étranger. Ça vous fait 6 mois dehors, 6 mois au Sénégal. La thématique, la problématique, elle est orientée en fonction de nos besoins actuels et futurs. Et quand vous terminez, quand vous soutenez, vous puissiez au moins aider en termes vous pouvez maintenant au moins rester dans nos universités. Et quand vous publiez également, qu'on puisse citer les universités sénégalaises, parce que aussi dans les classements, c'est que ces publications sont extrêmement importantes. Pour vous dire que la réflexion est lancée et nous y travaillons. Est-ce que les conditions de transparence sont assurées, sont garanties en ce qui concerne l'octroi des bourses étrangères? Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux comme disait l'autre, pour les bourses d'excellence, le ministre, je ne parle même pas du chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, encore moins le directeur des bourses, c'est une commission nationale, les critères sont transparents, et on publie même dans le journal et dans la presse la liste des bacheliers qui ont été retenus. Les critères sont clairs et clairement définis. Je le répète, mention bien, très bien, distinction au concours régional. Si vous voulez partir en France, inscription dans une classe préparatoire. Si ce n'est pas la France, inscription dans un institut d'enseignement supérieur classé dans le top 100 de Shanghai. Voilà les critères. Alors, avec un droit de recours. Un droit de recours. Très bien. Cette réflexion d'Amadou Diaw, de l'ISM, que vous connaissez très bien, puisque vous êtes un alumni de l'Institut sénégalais de supérieur de management, il dit 1. Le bac, une refonte en profondeur s'impose. On ne peut évaluer 13 années d'études en 15 jours, évaluer autrement, évaluer utile. 2. La mobilité de l'étudiant sénégalais. Le rêve d'un jeune est de s'éloigner de son cocon habituel. À mon avis, il faut concevoir plusieurs formes de mobilité de 3 à 6 mois. Vous en parliez tout à l'heure. Mobilité nationale, mobilité continentale, mobilité internationale diversifiée, Asie, Europe. 3. Les concepts français remis en question. La prépa connaît des limites. C'est ça. Le nombre d'abandons pour santé a toujours été important, déperditions importantes. Pour la construction d'un imaginaire 4, il faut réapprendre à aimer notre pays, notre continent par l'exemplarité. La bourse internationale doit-elle être un objectif? Il répond à sa question. Non, parce que c'est une erreur. Et puis, 5, de l'exemplarité des élus. De l'exemplarité des élus. Combien de membres du gouvernement ont un enfant à l'UCAD? Combien de membres du gouvernement ont un enfant dans un lycée à programme sénégalais? Une étude s'impose, les résultats révéleront le vrai mal de notre système éducatif. Beaucoup de choses dites par Amadou Diaw. Et pour la petite histoire, M. Diaw, que je connais très bien et que je salue au passage, était membre
était membre, je pense même, si mes souvenirs sont bons, vice-président de la Commission nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur qui a été dirigée par le professeur, comment il s'appelle encore, qui est aux États-Unis, ça va venir. Donc, beaucoup de sommités. Souleymane Bachir Diagne. Donc, cette commission est dirigée par Souleymane Bachir Diagne. Pour vous dire que toutes ces réflexions, cette commission a fait un travail extraordinaire. Donc, je pense que c'est 71 ou 73 recommandations qui ont été formulées. Et c'est sur la base de ces recommandations qu'un conseil présidentiel a été tenu. C'était le premier conseil présidentiel consacré exclusivement à l'enseignement supérieur depuis que nous sommes indépendants. Et c'était vraiment une démarche inclusive. Les parents, les universitaires, comme je l'ai dit, la société civile même, les étudiants, tout le monde. Donc, je suis convaincu, il y a pas mal de sujets qui ont été débattus. Je suis également convaincu, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens travaillaient sur deux mamelles, si je peux m'exprimer ainsi, c'est améliorer déjà la qualité de notre système éducatif au Sénégal. Donner même des bourses d'excellence au Sénégal pour des questions d'équité et de justice. Le jeune qui ne veut pas partir, qui a la mention très bien ou bien et qui décide volontairement de rester au Sénégal, il dispose aujourd'hui et depuis 2014 d'une bourse d'excellence nationale. Ça, c'est à encourager. Mais ça existe. Pour que les gens restent. Ça existe. Je l'ai dit. C'est l'exemplarité dont tu parles. L'autre aspect, et dans le cadre de la Convention même, il était dit, et nous travaillions à l'époque avec le ministre Mary Teuw Niane et le ministre Serigne Mbaye Thiam pour l'ouverture des classes préparatoires au Sénégal, avec l'accompagnement plus particulièrement du lycée Louis-le-Grand, soit à Diourbel, soit ailleurs, à l'horizon 2021-2022. Parce que je suis d'accord que la prépa, c'est difficile. La prépa n'est pas du tout repos. Et je suis également d'accord que les jeunes qui sont élevés dans un environnement différent de ce que nous voyons dans les pays développés, ici c'est le concon familial, l'enfant, c'est les parents souvent qui font tout. Donc s'il part, quelles que soient effectivement les conditions d'accompagnement et d'encadrement, naturellement peut-être il peut, s'il n'est pas fort mentalement, et c'est très 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 fréquent, vraiment ils subissent une certaine pression. Donc je suis totalement d'accord que nous puissions continuer à travailler, à améliorer le dispositif, mais aussi à faire en sorte que les gens puissent rester ici au moins jusqu'à Bac+2, et avec les dispositifs qui existent, parce qu'ils peuvent faire les concours d'entrée à l'école polytechnique à partir même du Sénégal. Et en même temps, on peut aussi attirer beaucoup de jeunes qui ont fort potentiel de la sous-région, en Afrique, venir aussi faire leurs études au Sénégal, dans la mesure où la qualité du système éducatif sénégalais n'est plus à démontrer. La pédagogie par l'exemple. C'est extrêmement... ministre qui a son fils dans un lycée public à l'UCAD, ceux qui ont vécu l'époque senghorienne, vous voyez un Philippe Senghor emprunter les allées de l'université de Dakar. Je ne serai pas un démagogue, c'est une responsabilité individuelle. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre des bourses d'excellence, il est clairement dit qu'un parent sénégalais qui décide volontairement d'envoyer son fils pour suivre un programme non sénégalais au Sénégal ne peut pas bénéficier d'une bourse d'excellence, quelle que soit la mention. Ça, au moins, on l'avait mis en place. C'est vrai, beaucoup ont attaqué, c'est vrai, il y a eu des remous, mais c'est maintenu jusqu'à présent. L'exemplarité, comme je l'ai dit, c'est une question individuelle. Mais naturellement, en tout cas, nous, jeunes générations... doit toujours y travailler, donner le bon exemple. Mais non, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays démocratique. Hein, mon fils, ma fille, si j'ai les moyens, je peux l'envoyer là où je veux. Ça aussi, je pense qu'on ne doit pas vraiment faire de la démagogie. Je pense qu'effectivement, on peut sensibiliser. Si l'école publique est restée ce qu'elle était, moins de grèves, plus de résultats, peut-être beaucoup de parents n'allez pas envoyer les enfants dans les écoles privées, encore moins les envoyer à l'étranger. D'autant plus que tout le monde sait que le Sénégal est indépendant, et le Sénégal même avant l'indépendance, l'université de Dakar était considérée comme la 18e ou 19e université française en 57-58. Donc nous avons un système qui est reconnu. Et d'ailleurs, si la France accepte, ces lycées prépa acceptent de prendre des jeunes Sénégalais, parce qu'ils le disent, ils disent que notre bac, c'est le bac français des années 70. Et moi, je le dis en taquinant qu'ils ont un bac aujourd'hui qui est très, très, très light. Donc, les compétences sont là. Maintenant, ça interpelle tout le monde. Tout le monde, c'est une réflexion qui interpelle tout le monde. Pas uniquement ceux qui sont dans le gouvernement, pas uniquement les députés, mais les chefs d'entreprise,
la société dans son ensemble, cette moyenne classe, travaillons à faire en sorte de l'école publique sénégalaise, ce qui a été hier et avant-hier. Le jury du dimanche iRadio ITV, Moïse Sarr, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, en est l'invité. La diaspora sénégalaise de manière générale, mais d'abord, il y en a un qui la symbolise par ses prises de position, c'est le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, qui a été interpellé à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et qui sera présenté au procureur lundi pour ses prises de position contre la gestion du gouvernement de l'immigration irrégulière. Qu'est-ce qui justifie, mais vraiment, cette arrestation? C'est vrai que je ne connais pas tout le dossier à l'état actuel, mais ce que je peux dire, une fois de plus, on ne peut pas parler de prise de position. Je connais très bien le doyen et à plusieurs reprises, il a des positions qui sont, voilà, ce qu'elles sont. Mais nous sommes tous d'accord qu'on garantit dans ce pays la liberté d'expression. Maintenant, et ça, je pense que c'est extrêmement important, on ne peut pas, parce qu'on est président d'une ONG, proférer des accusations gratuites à un gouvernement responsable comme celui du Sénégal. J'ai vu et j'ai lu dans la presse qu'il a accusé le gouvernement du Sénégal d'avoir détourné des milliards qui ont été financés par l'Union européenne pour lutter contre la migration irrégulière. Et il a même dit qu'il détient les preuves. Oui. Donc je pense aujourd'hui, on lui offre une belle opportunité de pouvoir sortir toutes ces preuves devant la justice et devant le peuple sénégalais. Je pense que, Mamadou, si aujourd'hui quelqu'un vous diffame, automatiquement vous allez réagir. Vous allez au moins lui servir soit une interpellation, soit une sommation plutôt interpellative. Okay. Voilà. Donc c'est une plainte du gouvernement sénégalais. Ce que j'en sais pour le moment. Je sais qu'il a eu à le dire. Et il a dit qu'il détient les preuves. Donc s'il est arrêté, je pense que c'est une belle opportunité qu'on lui offre aujourd'hui pour sortir ses preuves. C'est ça aussi la liberté. La liberté d'expression, oui, mais la liberté va de pair avec la responsabilité. Comment se porte la diaspora sénégalaise? Mais vous savez, c'est une très bonne question. La diaspora sénégalaise, elle a été rudement éprouvée, il faut le dire. C'est vrai, avec la pandémie, ça a été très difficile, surtout pour nos compatriotes qui vivent dans les pays du Nord. Déjà, avec la première vague, aujourd'hui, c'est la deuxième vague. Et ce qui avait justifié effectivement cette décision du chef de l'État d'accorder 12 milliards 500 millions à sa voyante diaspora, aide aussi que nous avons eu à gérer. Et à l'heure du bilan, on a remarqué qu'environ 127 000 compatriotes résidant dans 140 pays, 142, ont été accompagnés. Rien qu'en Afrique, c'est 99 000 compatriotes qui ont été aidés. Alors que c'est cette diaspora qui accompagnait plutôt les gens qui sont restés au pays avec les envois d'argent. Tout à fait. Oui. Et on voit que ce n'est pas encore fini. Oui. Naturellement, même les dernières estimations de la Banque mondiale font état d'une diminution de 20% des transferts des migrants à l'échelle mondiale. 20%. C'est extrêmement important. Et on a vu aussi qu'il y aura forcément des licenciements, des pertes d'emploi, donc des reconversions. Donc, très franchement, c'est très, très, très difficile. Mais nous avons également une diaspora qui est résiliente. Et je profite aussi de votre antenne pour vraiment remercier et féliciter tous ces Sénégalais extérieurs, les associations, les daïras qui ont abattu un travail extraordinaire. On a senti une chaîne de solidarité agissante. C'est difficile, mais à coup sûr, elle résistera. Et nous travaillons également à accompagner cette diaspora dans le cadre effectivement du PAP 2A pour que ceux qui veulent revenir par la création d'entreprises, ceux qui veulent revenir par l'emploi puissent le faire et puissent être accompagnés dans le cadre des dispositifs que le chef de l'État a bien voulu mettre en place. Oui, mais c'est... Tout à l'heure, vous disiez que c'est entre 1200 et 1300 milliards par an. Tout à fait. C'est quand même une manne financière. Qu'est-ce qui est fait de cet argent? Oui, je sais que ce qui est fait de cet argent, c'est une bonne question, mais je sais que cet argent aussi participe vraiment à réduire la pauvreté et à stabiliser beaucoup de foyers au Sénégal. Ça, au moins, je vous l'ai dit. Dans certaines villes,
ou territoire même d'origine, surtout avant l'arrivée du président Macky Sall, cette diaspora même suppléait l'État. Parce que beaucoup d'écoles, beaucoup de cas de santé, de dispensaires, de forages ont été construits par cette diaspora. Heureusement qu'avec le président Macky Sall et avec le PUDC, au moins cet argent sert aujourd'hui à autre chose. Et c'est là où également nous sommes en train de travailler pour voir comment on peut réorienter ces flux financiers qui sont extrêmement importants. C'est 12 à 13% de notre PIB. Oui. C'est le double de l'aide publique au développement. Oui. Et c'est plus stable même que l'aide publique au développement dans la mesure où il n'y a aucune conditionnalité en retour. Est-ce que vous en faites un levier de financement justement? Absolument, c'est là où je voulais en venir. Oui. Je sais que nous travaillons à réorienter cela. Et la dernière discussion que j'ai eue avec le ministre Amadou Hott, et je sais que ces services sont en train de travailler là-dessus, c'est au moins d'aller soit vers une banque de la diaspora ou tout au moins à un fonds d'investissement dédié à la diaspora. Je suis convaincu que ces services sont en train de travailler parce que aussi c'est une instruction présidentielle et nous pouvons réorienter ce flux massif vers un investissement productif, créateur de richesses, créateur de valeur et créateur d'emplois. L'argent qui est envoyé, c'est souvent pour la consommation. Sinon, c'est pour construire, acheter des terrains. On voit beaucoup de difficultés également pour l'accès même au foncier. Maintenant, si une partie sert au capital, s'il y a une banque où des gens, même s'ils peuvent envoyer pour les familles également, qu'ils puissent au moins soit acheter des actions ou au moins vraiment entrer dans le capital de cette banque, naturellement, l'argent sera sécurisé et c'est extrêmement important. Et ça leur permettra non seulement de continuer à gérer convenablement leur famille, mais aussi de disposer au moins à travers leurs actions, à travers leurs investissements, de ressources supplémentaires et de ressources extrêmement importantes. Il y a leur vécu dans les pays d'accueil qui n'est pas facile. Je donne l'exemple de ce drame de la famille Diol à Denver, aux États-Unis, une famille complètement décimée, 5 à 6 membres, 5 tout à fait, qui ont été tués dans un incendie aux apparences criminelles. On peut le dire, vous le confirmez, incendie criminel. Où en est le dossier aux États-Unis? Voilà, je pense qu'il faut rappeler avec force que l'État du Sénégal aussi est toujours aux côtés de nos compatriotes qui malheureusement sont victimes d'actes ignobles comme les assassinats et les meurtres. Je pense que vous tous, vous avez suivi. Quand cet incendie criminel qui a coûté la vie à nos 5 compatriotes, nous nous sommes mobilisés. Déjà pour leur porter secours, quand je dis mobilisés, pour leur porter secours, c'est pour la famille. Ce n'était pas évident. Nous sommes battus sur instruction du chef de l'État pour que les dépouilles puissent être transférées au Sénégal. La famille a été assistée. Notre consul général à New York a fait le déplacement et il est encore en contact régulier avec la police qui s'est déplacée même jusqu'au domicile des parents des victimes. En même temps aussi, l'enquête se poursuit. Nous recevons régulièrement des comptes rendus venant des États-Unis. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, donc non seulement la police locale est aujourd'hui appuyée par le FBI, mais nous avons même l'accompagnement du bureau du tabac, de l'alcool, des armes et des explosifs qui essaient effectivement de nous aider pour que ces criminels puissent être identifiés et arrêtés. Et mieux, la police a dégagé une somme de 40 000 $ pour toute personne qui pourrait aider naturellement à la résolution ou bien à ce que ces criminels soient identifiés et arrêtés. Il n'y a pas encore d'arrestation, mais le travail continue et nous suivons. Par contre, pour le cas de Saint-Louis, en Missouri, aux États-Unis, les 2 jeunes qui avaient présumé coupables ont été arrêtés et remis à la justice. C'est également le cas de des meurtriers de notre compatriote en Angola, où effectivement, là aussi, ils ont été arrêtés et remis à la justice. Donc, tout cela pour dire quoi? Aujourd'hui, l'instruction que nous avons reçue, c'est que malheureusement, quand ces cas arrivent, que la mission diplomatique et consulaire puisse se saisir directement de la question et que le suivi judiciaire qui peut-être manquait
puisse aujourd'hui être effectué pour que ces gens puissent être arrêtés. Nous devons travailler pour que chaque Sénégalais, là où il puisse être, qu'il puisse savoir qu'il y a son pays qui est là et qui soutient, et également qu'il puisse être en sécurité. Et que vraiment, de pareilles enquêtes aussi puissent aller jusqu'à un terme, parce que naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme on l'a vu avec l'affaire Diarisso, il faut une mobilisation, il faut aussi sensibiliser les ambassadeurs de ces pays qui sont au Sénégal, et que demain après-demain, aller vers l'ouverture de permanence juridique dans nos ambassades et dans nos consulats, et en mettant en contribution aussi nos Sénégalais, les Sénégalais de la diaspora qui ont fait du droit, qui sont des avocats. Pourquoi pas ne pas aussi faire en sorte que ces derniers puissent accompagner nos missions diplomatiques. Le consulat général de Paris, il nous revient un certain nombre de faits, en tout cas de faits présumés, pour être prudent. Vente de laissez-passer spéciaux, trafic de visas et tout récemment 2 gendarmes relevés de leurs fonctions pour agression. Que se passe-t-il au consulat général du Sénégal à Paris? Beaucoup vraiment d'activisme et de rumeurs qui entourent cette question. Je prends par preuve, quand vous parlez tout à l'heure de vente de laissez-passer, la personne qui a eu à écrire a été contactée directement et je pense que nous sommes jusqu'ici à l'écoute de la moindre preuve. Maintenant, effectivement, il y a eu un incident qui s'est passé il n'y a pas longtemps au niveau de ce consulat. Le ministère avait dépêché une mission qui a rendu ses conclusions. Et j'avoue, vraiment, et très franchement, je pense qu'il n'y a pas une suite. Quand je dis suite, c'est parce qu'il n'y a pas d'éléments qui ont permis ou bien qui ont fait en sorte qu'on pouvait donner une suite à cette affaire-là. Mais je le dis une fois de plus, que nos missions diplomatiques et consulaires, et ils le savent d'ailleurs, nous sommes nous tous au service de nos compatriotes. Ce n'est pas évident, c'est difficile, je le sais, mais nous devons travailler avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de compréhension. Et nos compatriotes aussi doivent nous aider à vraiment à mieux les aider. Oui, mais quand même, parfois, les faits sont là, sont têtus. Là où il y a des faits têtus, comme je l'ai dit, l'ancienne consul du Sénégal à Rome, à Milan, je pense. Oui, à Milan, excusez-moi, a été relevé de ses fonctions, réaffecté. C'est là où apparemment ont été confirmés. Non, je pense que c'était beaucoup plus lié au personnel qu'à Madame le consul général. Oui. Je pense que le rapport, nous l'avons eu. Il y a une demande d'explication qui a été envoyée aux concernés. Il n'y avait pas de réponse. Et vous l'avez si bien dit, le ministère a pris les mesures qui s'imposaient. Donc, dans le cadre de la gestion de nos missions diplomatiques et consulaires, il n'y a pas vraiment ni un laisser-aller. C'est une rigueur dans la gestion, c'est une conscience professionnelle. Et j'avoue, pour les avoir pratiqués avant de venir même au Sénégal, ce sont des hommes qui s'investissent pour la tâche et qui font, pour la plupart, pour ne pas dire tout le monde, un excellent boulot. Maintenant, il faut effectivement évaluer. Quand il y a un souci, il faut vraiment, comme je l'ai dit, voir ce qui se passe réellement. Et s'il y a des gens qui sont fautifs, aussi prendre les mesures, parce qu'il va également de la réputation de notre pays à l'étranger. On va changer de thème pour parler de cette deuxième vague de la pandémie de la Covid-19, avec plus de 500 morts maintenant, des cas tous les jours, par dizaines, voire des centaines. Des chefs religieux, on les a entendus quand même cette semaine, le khalife général des Mourides, le khalife général des Tijanes, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Comment vous appréciez ces prises de position de nos chefs religieux? Mais je magnifie ces prises de position. Je me réjouis de ces prises de position. Et ces prises de position même doivent aider certains de nos compatriotes à savoir raison garder. Le Sénégal a été plébiscité dans la gestion de cette pandémie. Le président de la République a pris toutes les mesures, et je dis bien toutes les mesures. Nous avons un personnel de santé qui a été aux avant-postes, mobilisé matin, midi et soir, nos forces de défense et de sécurité,
Les gens ont communiqué, sensibilisé. Vous l'avez dit, tous les chefs religieux, que ce soit le Khalife général de Touba, que ce soit Tivaouane, le Khalife général de Tidiane. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai assisté à la rencontre il y a 2 jours du clergé sénégalais avec son Excellence Monsieur le Président de la République, où ils ont salué le rôle, le leadership du chef de l'État, la réactivité, je dirais même la proactivité. Et le président aussi les a félicités pour les décisions et l'attitude responsable qui a été adoptée par le clergé sénégalais. Tout cela pour dire quoi? Effectivement, la deuxième vague est là. Et malheureusement, notre pays n'a pas été épargné. Vous l'avez dit, et les données sont factuelles. Au mois de novembre, on était à 9 décès. Au mois de janvier, 15 jours, les 15 premiers jours du mois de janvier, 96 décès. Donc je pense que c'est une prise de conscience. C'est vraiment continuer à respecter scrupuleusement les mesures barrières. C'est effectivement aussi accompagner le gouvernement dans la sensibilisation, dans la conscientisation. Et comme je l'ai dit, c'est tout un chacun qui est interpellé. Une pandémie qui est là, qui résiste. Le vaccin semble être pratiquement aujourd'hui la potion magique qui va sauver l'humanité. Beaucoup de pays s'y sont mis un peu partout à travers les continents. On attend le vaccin au Sénégal. Mais bien sûr, le Sénégal, oui. Il est déjà là, ce vaccin? Le Sénégal, vous n'êtes pas ministre de la Santé, vous êtes quand même membre du gouvernement. Sûr, et la campagne, la stratégie nationale de vaccination a été évoquée en Conseil des ministres. Tout à fait. Oui. Et bien avant même, parce que le Sénégal aussi a décidé de se mettre avec d'autres pays pour acquérir le vaccin à travers l'initiative COVAX, qui vraiment, c'est pas mal de 170 pays. Et nous pensons naturellement qu'à la fin du premier trimestre au plus tard, on pourra effectivement recevoir les premières doses de vaccin. Mais le Sénégal, à travers son président, ne s'est pas limité uniquement à cette initiative, qui est déjà une très belle initiative. Mais le président a dit qu'il faut également qu'on développe une stratégie nationale. Il faut que nous trouvions d'autres moyens pour aller acquérir ce vaccin et en même temps élaborer une stratégie nationale. Je pense que très prochainement, et comme je l'ai dit, au moins 20% de ce qu'on appelle cette cible prioritaire, ce sont les personnes qui sont les plus exposées, à savoir les plus de 60 ans, à savoir aussi le personnel de santé qui est aux avant-postes. Nous travaillons effectivement à ce qu'ils puissent être vaccinés vers la fin du premier trimestre, de manière, comme je l'ai dit, encadrée. Et les autres, le président l'a dit, il l'a répété, il fera tout pour que le Sénégal puisse disposer de vaccins, mais aussi, et c'est important de le dire, de vaccins homologués. Mais aussi exemplarité, on en parlait tout à l'heure dans le domaine de l'éducation. On peut s'attendre à ce que le président soit le premier à se prêter au vaccin. Mais vous savez, le président Macky Sall, je pense, prêche par l'exemple. Ça, on le dit, on le sait. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à vous dire sur ce plateau que c'est lui qui va commencer en premier, mais je sais, une fois de plus, c'est un homme qui est responsable, c'est un homme également qui veut du bien à son peuple et tout sera mis en place pour que quand le vaccin arrivera, que les personnes les plus exposées aussi, et comme je l'ai dit, à travers cette stratégie nationale, puissent au moins l'avoir et puissent être vaccinés. Maintenant, après, il ne faut pas non plus aussi, je pense, pousser à l'extrême. Quand je l'ai dit, c'est parce que j'ai entendu souvent les gens dire « oui, mais oui, ils seront les premiers et autres ». On a vu ce qui se passe partout. C'est vrai, il y a des chefs d'État qui sont prêtés au jeu. Le président turc, cette semaine, on parle même du président Alpha Condé en Guinée voisine. Bien sûr, mais je pense aussi qu'il faut attendre que le vaccin soit là, au lieu maintenant d'aller se précipiter et prendre uniquement le vaccin pour soi et laisser sa population. Le président passe d'abord à sa population avant de penser à lui-même. C'est une façon d'encourager aussi les autres qui doutent, qui peuvent être réticents en disant « bon, je me suis vacciné ». Je vous dis, quand on l'écoute et quand on le lit, on sait pertinemment que tout sera mis en place pour que nous puissions vacciner dès la fin du premier trimestre les 20% qui sont la cible prioritaire. Et pour le reste aussi, il a dit aucun effort ne sera de trop pour que les Sénégalais puissent au moins être protégés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Très bien. Dernière chose, vraiment, c'est sur le financement des partis en 30 secondes. Vous êtes le ministre des Sénégalais de l'extérieur. Est-ce que l'argent de la diaspora peut financer un parti politique sénégalais comme on en a parlé tout récemment avec PASTEF d'Ousmane Sonko? Ce que je peux vous dire à ce niveau-là, je pense que le ministre de l'Intérieur est dans son bon droit.
Et il a bien fait d'ailleurs de rappeler la loi. Vous connaissez bien la diaspora qui a eu à financer aussi la paire, non? Les activités de votre parti. Je pense qu'il faut voir l'esprit. Où se situe le problème? C'est là où je veux en venir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense même, très franchement, qu'on ne devait même pas aller chercher de l'argent dans le contexte actuel. Faire saigner cette diaspora qui, on l'a dit tout à l'heure, a beaucoup souffert dans le cadre de cette pandémie. Et je l'ai dit, je pense aujourd'hui, la loi, nous tous les démocrates, on ne doit pas avoir cet esprit partisan parce que c'est tel ou tel parti. Il faut voir l'esprit de cette loi. C'est pour protéger notre République. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de flux financiers illicites ou autres financements occultes. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Si la diaspora se manifeste spontanément pour financer un parti. C'est là où je voulais en venir. Oui. Je pense que, et terminer très rapidement. Voilà, je pense que ce n'est pas exclusivement contre la diaspora. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas cela. Ça va au-delà. Vous pensez que PASTEF cible des gens qui n'ont rien à voir avec la diaspora sénégalaise? Ce que j'ai dit une fois de plus, c'est que nous tous, quelles que soient nos ambitions, quelle que soit notre innovation, nous devons faire en sorte que tout ce que nous entreprenons puisse respecter scrupuleusement les règlements, les lois et règlements. Je vous dis une fois de plus que j'étais dans la diaspora. J'ai vu également comment nous autres, on cotisé pour prendre en charge des activités de notre parti dans la diaspora. Ça a existé. Et je pense que ça peut exister. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce que nous vivons aujourd'hui, et j'ai de doutes, et vraiment, je l'ai dit une fois de plus, et je pense qu'on n'aura pas après-demain, après-demain, des audits où on verra, on fourre-tout en disant, écoutez, telle section a donné ceci et cela. Je pense que cette opération, elle est ténébreuse et elle est douteuse. Ça, c'est ma conviction sur la question. Il faut des preuves. C'est là où je dis. C'est là où je dis, c'est naturellement comment on veut la monter. Parce qu'une chose, quand c'est interdit par la loi, posons le débat. Aujourd'hui, je pense que nous tous, sans passion aucune, sans esprit partisan, nous devons poser le débat sur le financement des partis. Si on doit faire évoluer la législation, je suis pour. Par contre, en attendant, respectons scrupuleusement ce qui est dans nos textes, dans nos lois et dans nos règlements. C'est ça ma conviction. Oui. Merci. Moïse Sarr, je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Vous étiez l'invité de ce jury du dimanche iRadio ITV, Mamour Ibrakan, à la technique Abdoulaye Ndiaye Iba Marsen, Imedia SN Djeba, Abdoulaye Silla pour la photo, réseaux sociaux Biram Pouy Mamadou Diagne. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.